mon père s'est présenté à ma porte avec ma sœur gâtée en disant « La famille partage tout, Penny, tu nous dois 40 000, alors que je me tenais dans la maison que j'ai achetée seule, et j'ai répondu « Tu connaissais mon salaire exact. Quelqu'un te l'a dit. Et je sais qui. » Ce qui s'est passé ensuite a révélé 20 ans de secrets. Le matin où tout a commencé. J'étais dans mon garage avec un morceau de papier de verre grain de sang à la main, travaillant le bord d'une étagère en noyer que je restaurais depuis près de 3 week-ends. Le soleil entrait par la porte ouverte de cette manière douce et couleur de miel qu'il n'a qu'au début du printemps, et tout l'endroit sentait la poussière de bois et l'huile de citron. Mon café avait refroidi sur l'établi à côté de moi. Mes cheveux étaient attachés en un chignon qui s'était défait au cours de la dernière heure, et je portais un vieux t-shirt gris avec une tache sur l'ourlet. Je me souviens du moment exact car c'était l'une des dernières fois où je me suis senti vraiment en paix dans ma propre maison. J'ai entendu la voiture avant de la voir. Un moteur diesel cliquetant, du genre qui avait besoin d'une vérification de sa courroie serpentine, s'arrêtant au bord du trottoir devant ma petite maison de ville en bout de rangée. Je n'y ai pas beaucoup réfléchi. Les paysagistes de mes voisins venaient le samedi. Mais ensuite, j'ai entendu 2 portières claquer et une voix familière, aiguë, gazouillante, de la façon dont elle parlait quand elle voulait quelque chose de maman, disant « C'est ici. C'est sa maison. Je t'avais dit que c'était joli. » Je me suis figé, le papier de verre à mi-course. Je n'avais pas vu mon père depuis 4 ans. Je n'avais pas vu ma sœur depuis presque 5. Pas depuis les funérailles de notre mère, quand Brittany a pleuré plus fort que n'importe qui au premier rang, puis m'a demandé 3 jours plus tard si je pouvais l'aider avec son loyer parce que le chagrin l'empêchait de travailler. J'avais dit non. C'était la première fois de ma vie d'adulte que je lui disais non à voix haute. Et elle m'avait dit que j'étais froide, et je lui avais dit qu'être fatiguée et être froide ne sont pas la même chose. Je n'avais plus eu de nouvelles d'elle depuis, ni de l'un ni de l'autre. Et maintenant, il remontait mon allée. J'ai posé le papier de verre. Je me suis essuyé les mains sur un chiffon qui était déjà trop sale pour être utile. Et je suis sorti de l'ombre du garage pour entrer dans la lumière du jour, en plissant les yeux. Mon père avait l'air plus vieux que dans mon souvenir. 61 ans. Mais ses épaules s'étaient arrondies, et il y avait un relâchement sous sa mâchoire qui n'était pas là avant. Il portait toujours le même style de veste en jean, la même casquette de camionneur, les mêmes bottes de travail brunes usées. Brittany se tenait à côté de lui dans un chemisier de couleur crème rentré dans un jean de marque, tenant un téléphone dans une main et un petit gobelet en papier de quelque chose de glacé dans l'autre. Ses cheveux étaient méchés en 3 nuances de blond. Elle avait l'air soignée. Elle avait l'air chère. « Penny », a dit mon père. Il ne m'avait pas appelé Penny depuis mes 11 ans. La voilà. Voilà ma fille. Je n'ai pas bougé. Papa, ai-je dit. Ma voix me semblait plate à mes propres oreilles. Qu'est-ce que tu fais ici? Brittany a souri de ce sourire doux et étudié qu'elle utilise dans ses vidéos avec éclairage annulaire. Nous sommes venus te voir, idiote. Ça fait trop longtemps. Comment avez-vous eu mon adresse? Il y a eu une pause, une petite, mais elle était là. Et dans cette pause, j'ai vu les yeux de mon père se tourner de côté vers ma sœur, et j'ai vu son menton se relever juste un peu, et quelque chose de petit et de froid s'est agité dans ma poitrine. La famille retrouve la famille, a dit Brittany vivement. Je les ai laissés entrer parce que je ne savais pas quoi faire d'autre, parce qu'il y a un scénario dont nous héritons tous, que nous le voulions ou non. Et le scénario dit que vous ne laissez pas votre père debout sur le porche. J'ai fait une cafetière de café que je ne voulais pas. Je les ai fait asseoir à ma table de cuisine. Mes mains, ai-je remarqué, tremblaient très légèrement alors que je posais les tasses. Et puis, avant même que j'aie fini de verser, mon père s'est raclé la gorge et a dit, « Penny, nous sommes venus ici parce que nous devons parler d'argent. Ton argent est ce que tu vas en faire pour cette famille. » J'ai posé la cafetière avec précaution pour ne pas la laisser tomber. Je l'ai regardée. Je l'ai regardée, elle, et j'ai compris tout à coup que la paix que je m'étais construite au cours de la dernière décennie, la maison de ville, les samedis tranquilles, l'étagère en noyer, la version de moi qui avait finalement cessé de sursauter quand le téléphone sonnait, était sur le point d'être mise à l'épreuve d'une manière à laquelle je ne m'étais jamais préparé. Certaines portes, une fois que vous les ouvrez, ne se ferment plus de la même manière. Pendant un long moment, je n'ai rien dit. Je me suis juste assise en face d'eux, j'ai croisé les mains sur la table et j'ai attendu.
C'est une astuce que j'ai apprise lors de ma première année en tant qu'ingénieur junior, assise en face d'entrepreneurs qui voulaient rogner sur les coûts d'une rénovation d'hôpital. Le silence, si vous pouvez le tenir, forcera toujours l'autre personne à abattre ses cartes. Mon père a craqué le premier. Tu t'en sors bien, Penny, a-t-il dit. Il a bougé sur sa chaise. Elle a grincé sous lui. Vraiment bien. Ta sœur me disait que tu es dans cette firme d'ingénierie maintenant, celle qui fait les ponts. Tu es quelque chose comme senior. Ingénieur structure senior, ai-je dit doucement. C'est ça. C'est ça. Et ça paie combien? 142 000 par an de base, sans compter le bonus. La tasse dans ma main s'est immobilisée. Je n'ai jamais dit à mon père ce que je gagne. Je ne l'ai jamais dit à ma sœur. Je ne discute de mon salaire avec personne en dehors de mon département des ressources humaines et de mon comptable. Je ne le publie pas. Je n'y fais pas allusion. Ma voiture a 9 ans. Ma table de cuisine vient d'une vente de succession. La seule raison pour laquelle quelqu'un connaîtrait ce nombre spécifique, ce chiffre exact, au millier près, c'est s'il avait vu un document qu'il n'avait pas le droit de voir. J'ai senti la boussole sur mon bureau dans la pièce voisine, même si je ne pouvais pas la voir. Un petit objet en laiton pas plus grand qu'une montre de poche avec la gravure soignée de ma mère au dos. Sache où tu te tiens. Elle me l'a donné quand j'avais 10 ans. L'été où elle m'a appris à lire une carte topographique lors d'un voyage de camping auquel mon père n'était pas venu. Je l'ai portée avec moi sous une forme ou une autre toute ma vie. Elle est sur mon bureau maintenant, à côté de mon moniteur, et je la touche parfois quand un projet va de travers et que j'ai besoin de me rappeler quelle direction est le nord. J'en avais besoin à ce moment précis. Où as-tu entendu ce chiffre, papa, ai-je demandé. Il a agité la main. Par-ci par-là. Tu sais comment c'est. Les gens parlent. Non, ai-je dit, je ne sais pas comment c'est parce que personne qui a ce chiffre n'aurait de raison de le partager avec toi. Brittany a ri. C'était un peu trop aigu, un peu trop rapide. Penny, allons. Ne sois pas bizarre avec ça. Ce n'est pas un secret, n'est-ce pas? Les gens gagnent ce qu'ils gagnent. Le fait est, elle s'est penchée en avant, et sa voix a pris ce registre intime et persuasif qu'elle avait utilisé avec notre mère dans les derniers mois de sa vie. Le fait est que papa a besoin d'aide. D'une vraie aide. Et tu es la seule d'entre nous qui puisse vraiment faire quelque chose. De l'aide pourquoi? Des dettes, a dit mon père, et je pouvais voir à quel point ça lui coûtait de le dire. Sa mâchoire s'est contractée. Certaines dettes m'ont rattrapé après le divorce et quelques autres choses. J'ai besoin de 40 000, Penny. Je ne demande pas un cadeau. Je demande un prêt. 40 000 $. Tu pourrais le faire, a dit Brittany. Tu pourrais le faire sans même le sentir. Et toi, de quoi as-tu besoin, Brittany? Elle a cligné des yeux vers moi. Quoi? Tu es venu en voiture avec lui. Tu as traversé toute la ville un samedi matin pour t'asseoir dans ma cuisine. C'est quoi ton chiffre? Sa bouche s'est ouverte et fermée. Je suis juste là pour papa. 12, a marmonné mon père. Elle pourrait avoir besoin de 12. Papa, qu'est-ce qu'elle pourrait? Je me suis levé de la table. Je l'ai fait lentement parce que je ne faisais pas confiance à mes genoux. J'ai marché jusqu'à l'évier et j'ai passé de l'eau froide sur mes mains sans raison particulière. Et j'ai regardé par la fenêtre la petite bande de pelouse derrière ma maison de ville où j'avais planté de la lavande l'été dernier. La lavande commençait juste à revenir. De petites pousses gris-violet perçant à travers les tiges sèches de l'année dernière. Sache où tu te tiens. Je me suis retourné vers eux. J'ai besoin que vous partiez tous les deux. Le visage de mon père est devenu rouge. Celui de Brittany est devenu blanc. Et dans la seconde qui a suivi, avant que l'un ou l'autre ne puisse parler, j'ai vu la mâchoire de mon père se serrer en une forme que je me rappelais de mon enfance. Et j'ai compris que cela n'allait pas être une simple conversation. Cela allait être un siège. Pénélope, a-t-il dit, et sa voix était devenue plus ancienne et plus dure. Je suis ton père. Je t'ai élevé. Tu ne me jettes pas hors de ta maison parce que je t'ai demandé de l'aide. Tu ne m'as pas demandé de l'aide, papa. Tu m'as dit ce que je te devais. La famille partage. Alors où étais-tu l'année où j'ai eu 2 emplois pour payer le loyer?
Où était Brittany quand je mangeais du riz et des haricots 4 soirs par semaine? C'était ton choix, a rétorqué Brittany. Tu voulais déménager. Personne ne t'a forcé. J'ai déménagé parce que tu as pris ma paix dans ma commode pour acheter des billets de concert. Et papa a dit que j'en faisais toute une histoire. La cuisine est devenue très silencieuse. Mon père s'est levé lentement, comme il le faisait quand j'étais petite et que j'avais dit quelque chose qui allait m'envoyer dans ma chambre. Tu ferais mieux de bien réfléchir, Penny, a-t-il dit. De bien réfléchir au genre de fille que tu veux être. Parce que ta mère ne t'a pas élevée pour tourner le dos à ton sang. Ma mère, ai-je dit, et je sentais ma voix commencer à trembler et je l'ai forcée à rester stable, m'a élevée pour savoir exactement où je me tiens. Et je me tiens ici même, dans ma propre cuisine, dans la maison que j'ai achetée, et je vous dis à tous les deux de partir. Ils sont partis, mais pas avant que Brittany ne s'arrête à la porte, ne me regarde par-dessus son épaule et ne dise de cette voix douce et sucrée, nous reviendrons, Penny. Ce n'est pas fini. Et je savais qu'elle avait raison. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis resté assise dans mon salon avec toutes les lampes allumées, une main enroulée autour d'une tasse de thé qui avait refroidi 2 heures plus tôt, et je me suis laissé me souvenir. Je suis la sœur aînée de 4 ans. Quand Brittany est née, ma mère avait 31 ans et mon père 34. Et quelque chose dans le foyer a changé le jour où ils l'ont ramenée de l'hôpital. Elle a été, dès le tout début, la bruyante, la jolie, celle qui pleurait jusqu'à obtenir ce qu'elle voulait. Et j'étais la silencieuse, celle qui lisait des livres sous la table de la cuisine, celle sur qui on pouvait compter pour ne pas faire de problème. Ma mère a essayé. Je veux le dire clairement. Ma mère a essayé très fort de s'assurer que je savais que j'étais aimé. C'est elle qui m'a emmené en camping quand j'avais 10 ans, juste nous deux, parce qu'elle disait que j'avais besoin d'un week-end où je serais le centre de l'attention. C'est elle qui m'a donné la boussole. C'est elle qui m'a dit, quand j'avais 17 ans et que je venais d'être accepté dans le programme d'ingénierie avec une bourse complète, que j'étais la personne la plus forte qu'elle ait jamais connue et que je n'avais pas besoin d'attendre la permission de qui que ce soit pour construire la vie que je voulais. Elle est morte il y a 4 ans. D'un cancer du pancréas. Il l'a emportée en 6 mois. Mon père, dans les années précédant sa mort, avait déjà commencé à dériver. Il a pris sa retraite de chauffeur de poids lourd à 55 ans, a essayé d'ouvrir un petit garage qui a fait faillite en 18 mois, puis a épousé une femme nommée Dorine, que j'ai rencontrée exactement 2 fois. Ce mariage s'est terminé par un divorce amer il y a 2 ans. Je l'ai appris par ma tante Meredith, qui était la seule parente du côté de ma mère qui avait pris la peine de garder le contact avec moi. Brittany, pendant ce temps, avait passé les années après la mort de notre mère à construire ce qu'elle appelait sa marque. Elle avait une audience sur l'une des applications de style de vie, environ 80 000 personnes, comme elle aimait le rappeler à tout le monde pendant les fêtes, et elle publiait des vidéos d'elle-même faisant des routines de soins de la peau. Déballant des colis et donnant ce qu'elle appelait des conseils de vie douce. Elle vivait, d'après ce que je pouvais en juger, d'une combinaison tournante de petits contrats avec des marques, de soldes de cartes de crédit et d'argent qu'elle avait emprunté à ma mère dans la dernière année de sa vie. De l'argent que ma mère, faible, mourante et désespérée de croire que sa plus jeune fille allait s'en sortir, avait donné sans hésitation. Tante Meredith m'en avait parlé aussi, doucement au téléphone, environ 6 mois après les funérailles, lorsque la succession a finalement été réglée et qu'il ne restait presque rien parce que ma sœur avait puisé dedans pendant la majeure partie de l'année. J'avais laissé tomber. Je n'avais pas voulu me battre. J'avais pensé, dans ma naïveté, que si je prenais du recul, si je gardais la tête basse et construisais ma propre vie, je pourrais rester à l'écart de tout ça. J'avais eu tort. J'ai pris mon téléphone à 1 heure du matin et j'ai appelé ma tante. Elle a répondu à la 2e sonnerie. Elle le faisait toujours. Pénélope, ma chérie, est-ce que tout va bien? Tante Meredith, ai-je dit, et ma voix s'est un peu brisée sur la 2e syllabe. Papa et Brittany sont venus chez moi aujourd'hui. Ils savent combien je gagne, jusqu'au chiffre exact. Il y a eu un long silence prudent à l'autre bout du fil. Et puis ma tante a dit, sur le ton calme et mesuré que j'en étais venu à associer à ces 30 ans de carrière de parajuriste, Pénélope, j'ai besoin que tu me dises tout ce qu'ils ont dit, mot pour mot, si tu peux. Et ensuite j'ai besoin de te dire certaines choses que j'attends depuis longtemps de te dire. Je lui ai tout raconté. Je me suis assise sur mon canapé, les genoux ramenés contre ma poitrine, et je lui ai tout raconté avec le genre de détails dont je ne me savais pas capable.
Le chiffre exact que mon père avait nommé. La façon dont il ne croisait pas mon regard quand il le disait. Le ton de Brittany quand elle a dit « Nous reviendrons ». Quand j'ai eu fini, ma tante a dit « Pénélope, ta sœur pose des questions depuis des mois sur ton travail, sur ta firme. Elle m'a contacté 2 fois l'année dernière avec ce qu'elle appelait des appels pour prendre des nouvelles, et les 2 fois elle a orienté la conversation vers ce que tu gagnais. Je ne lui ai rien dit, mais j'ai des raisons de croire qu'elle a trouvé quelqu'un dans ton entreprise qui l'a fait. Ce n'est pas possible. C'est confidentiel. Ce n'est pas impossible. Il y a une jeune femme avec qui elle était au lycée qui travaille maintenant au service de la paix de ta firme. Je les ai vus ensemble dans un café en octobre. Je n'y ai rien pensé à l'époque. Maintenant, j'y pense tous les jours. J'ai fermé les yeux. Et il y a autre chose, a dit tante Meredith, et sa voix est devenue encore plus douce. Ton père, ses dettes ne viennent pas du divorce. Pas vraiment. J'ai un ami à la banque en ville qui m'a dit, de manière officieuse, qu'il est au casino 3 ou 4 soirs par semaine depuis plus d'1 an. Il est dans un trou très profond, Pénélope. Et je ne pense pas que 40 000 vont arranger ça. Je pense que 40 000, c'est juste ce qu'il pense pouvoir obtenir de toi aujourd'hui. J'ai ouvert les yeux. J'ai regardé la boussole sur mon bureau, qui scintillait à la lumière de la lampe. Tante Meredith, ai-je dit, je crois que j'ai besoin de ton aide. Ma chérie, a-t-elle dit, j'attends que tu me le demandes depuis 3 ans. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'ai fait ce que je fais toujours quand un problème est trop grand pour tenir dans ma tête. J'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai ouvert un document vierge et j'ai commencé à faire une liste. La liste avait 3 colonnes. Dans la première colonne, j'ai écrit ce que je sais. Dans la deuxième colonne, j'ai écrit ce que je peux prouver. Dans la troisième colonne, j'ai écrit ce dont j'ai besoin. C'était la même méthode que j'utilisais lorsque j'évaluais un pont vieillissant pour le risque sismique. On ne panique pas. On ne devine pas. On écrit simplement ce que la structure vous dit, puis on va chercher le reste. À 4 heures du matin, j'avais rempli les 3 colonnes. Je savais que quelqu'un dans ma firme avait divulgué mes informations de rémunération. Je savais que ma sœur avait une connexion à l'intérieur du service de la paix. Je savais que mon père avait de réels problèmes financiers et que le chiffre qu'il avait demandé n'était presque certainement pas la taille réelle du trou dans lequel il se trouvait. Je savais que Brittany avait vidé la succession de notre mère. Je savais qu'elle avait utilisé la même voix douce et persuasive avec notre mère dans ces derniers mois que celle qu'elle avait utilisée avec moi à ma table de cuisine. Je savais, d'une manière que je ne m'étais pas laissé savoir auparavant, que je n'avais pas affaire à un père qui avait fait une erreur et à une sœur un peu gâtée. J'avais affaire à 2 personnes qui étaient venues chez moi ensemble le même matin avec le même chiffre à la bouche et un plan. À 6 heures du matin, j'ai envoyé un courriel à Julian Whittaker, mon chef de projet et la personne la plus proche d'un véritable ami que j'avais à la firme. Julian était un homme calme et prudent au début de la quarantaine qui travaillait dans l'entreprise depuis 12 ans et qui avait, une fois mémorable, passé tout un après-midi à guider une ingénieure junior nerveuse à travers un calcul de charge sans jamais la faire se sentir stupide. Je lui faisais confiance. Je ne faisais pas confiance à beaucoup de gens au travail, mais je lui faisais confiance. Le courriel était court. Julian, j'ai besoin de te parler en privé lundi matin, pas au bureau. Il y a une situation impliquant une possible violation interne d'informations confidentielles des RH. Je préférerais garder cela discret jusqu'à ce que nous comprenions l'étendue du problème. Pénélope, a-t-il répondu en 11 minutes. Café sur Clément Street, 7h30. J'y serai. J'ai fermé l'ordinateur portable. J'ai fait une nouvelle cafetière de café et je suis allé me tenir dans mon petit jardin arrière dans la lumière grise et froide et j'ai regardé le soleil se lever sur ma lavande. Lundi matin, Julian a écouté sans m'interrompre pendant près de 20 minutes. Quand j'ai eu fini, il a posé sa tasse et a dit, « Pénélope, ce que tu décris, si c'est vrai, est un motif de licenciement, voire une infraction poursuivible. En es-tu certaine ? Je suis certaine du chiffre que mon père a cité. Je suis certaine du récit de ma tante sur le café. Je ne suis pas encore certaine du lien entre les deux, mais j'aimerais l'être. » Il a hoché la tête lentement. Je parlerai au RH aujourd'hui, discrètement. Juste une enquête. Ils peuvent extraire les journaux d'accès. Si quelqu'un à la paix a ouvert ton dossier sans autorisation, ce sera dans le système. Merci. Pénélope a-t-il hésité.
Est-ce que ça va? J'y ai réfléchi avant de répondre. Non, ai-je dit, mais ça ira. Ce soir-là, tante Meredith est venue chez moi. Elle a apporté un porte-documents en cuir avec elle, du genre que les avocats utilisent, et elle l'a posé sur ma table de cuisine avec le soin de quelqu'un qui dépose des preuves dans une salle d'audience. À l'intérieur se trouvaient des relevés bancaires, des photocopies de chèques, un journal manuscrit de l'écriture tremblante de ma mère des derniers mois de sa vie, de chaque somme d'argent que Brittany avait demandé, et de chaque somme que ma mère avait donnée. Le total au bas de la dernière page était souligné 2 fois. 73 400 $. Ta mère savait, a dit tante Meredith doucement. Vers la fin, elle savait ce qui se passait. Elle ne pouvait pas arrêter de donner parce qu'elle ne supportait pas de décevoir Brittany. Mais elle a tenu ce journal parce qu'elle voulait que la vérité existe quelque part. Elle me l'a donné une semaine avant de mourir. Elle a dit, Meredith, si jamais les filles demandent, dis-leur ce qui s'est réellement passé. Pas pour punir Brittany, juste pour que Pénélope sache qu'elle n'est pas folle. Je me suis assise lentement à ma propre table de cuisine. J'ai regardé le journal. L'écriture de ma mère était devenue plus petite au fil des pages. Les chiffres étaient devenus plus gros. Sache où tu te tiens. Tante Meredith, ai-je dit, je veux savoir exactement où je me tiens. Tout. Tout ce que tu as, tout ce que tu peux trouver. Et je veux un avocat. J'en ai déjà appelé une, a-t-elle dit. Elle attend ton appel demain. Julien m'a appelé mercredi après-midi. Sa voix était prudente, comme toujours quand il avait quelque chose de sérieux à dire. Pénélope, le journal d'accès le confirme. Le 11 février, à 14h17, une employée de la paix a ouvert ton dossier personnel. Elle n'avait aucune raison professionnelle de le faire. Elle n'était pas affectée à ton département. Les RH traitent cela comme une violation grave. Il y aura une enquête formelle. Merci, Julien. Il y a plus. Quand ils ont examiné son activité récente, ils ont découvert qu'elle avait aussi ouvert les dossiers de 3 autres ingénieurs seniors, toutes des femmes, tout au cours des 8 derniers mois. Les RH enquêtent pour savoir s'il s'agissait d'un modèle d'information vendu ou partagé. J'ai fermé les yeux. Pénélope, a dit Julien, je ne sais pas ce que ta sœur prévoyait, mais quoi que ce soit, tu n'étais pas la première. Je l'ai remerciée à nouveau. J'ai raccroché. Je suis restée assise à mon bureau pendant un long moment, la main posée sur la boussole en laiton. Elle était fraîche sous ma paume. La gravure au dos s'imprimait légèrement dans ma peau. Ce soir-là, j'ai appelé mon père. Il a répondu à la 4e sonnerie, et sa voix était pleine de quelque chose qui essayait très fort de paraître chaleureux. Penny, voilà ma fille. J'espérais que tu reviendrais à de meilleurs sentiments. Papa, je veux qu'on se voie demain soir dans l'ancien bureau de ma tante en ville. Tante Meredith va nous aider à avoir une conversation familiale sur l'argent. Elle a proposé de servir de médiatrice. Il y a eu une longue pause à l'autre bout du fil. Et puis mon père a dit, Meredith? La sœur de ta mère? C'est elle qui va servir de médiatrice? Elle a été parajuriste pendant 30 ans. Elle sait comment garder une conversation civile. Et c'est la seule personne de la famille en qui nous avons tous les deux confiance. Cette dernière partie était un mensonge, mais un mensonge utile. Juste nous? Toi, moi, Brittany, Meredith? Juste nous? Et tu vas parler de ce dont nous avons discuté? Je vais parler de tout, papa. De chaque partie. Il est resté silencieux un moment, puis il a dit d'une voix que je ne lui avais pas entendue depuis des années, d'accord, Penny. D'accord. J'amènerai ta sœur. 18h. J'ai raccroché. J'ai posé le téléphone face contre la table. Mes mains tremblaient, mais pas de peur. C'était autre chose. Quelque chose qui ressemblait, si je me permettais de le nommer, plus à du chagrin. Parce que j'ai compris à ce moment-là que j'étais sur le point de faire quelque chose que je ne pourrais pas défaire. Et que la raison pour laquelle je ne pouvais pas le défaire était que c'était vrai depuis très longtemps déjà. Et que je venais seulement de décider d'arrêter de faire semblant. Tante Meredith avait réservé une petite salle de conférence dans son ancien cabinet par l'intermédiaire d'un collègue qui y travaillait encore. C'était une pièce modeste, meublée avec goût, avec une longue table ovale et une carafe d'eau au centre. Quand mon père et ma sœur sont entrés jeudi soir, ils ont regardé autour d'eux avec une sorte de curiosité lasse.
Brittany était trop habillée, un blazer sur son chemisier crème, de petites boucles d'oreilles en or, ses cheveux bruchés. Mon père portait une chemise à boutons que je n'avais jamais vue auparavant. Ils se sont assis en face de moi. Tante Meredith s'est assise en bout de table. Merci à vous deux d'être venus, ai-je dit. Je veux commencer par vous dire ce que je sais. J'ai commencé par le chiffre du salaire. Je leur ai dit calmement que j'avais confirmé auprès de ma firme qu'une employée du service de la paix avait accédé à mon dossier sans autorisation. Je leur ai dit que l'employé en question était l'ami de lycée de Brittany et qu'elle avait également accédé au dossier de 3 autres ingénieurs. Le visage de Brittany a pris la couleur du vieux papier. Ce n'est pas. Je ne lui ai pas demandé de le faire. Je ne t'ai accusé de rien, Brittany. Je t'ai dit ce que mon entreprise a trouvé. Mon père s'est agité sur son siège. Penny, ne nous égarons pas. Nous sommes venus ici pour parler du prêt. Nous sommes venus ici pour parler de l'argent, papa. Oui, parlons de l'argent. Et puis j'ai ouvert le dossier devant moi et j'ai fait glisser la première page du registre de ma mère sur la table. Brittany a baissé les yeux dessus. Elle a levé les yeux vers moi. Elle a de nouveau baissé les yeux. Où as-tu eu ça, a-t-elle murmuré. Maman le gardait. Elle l'a donné à tante Meredith la semaine avant de mourir. 73 400 $, Brittany, au cours de la dernière année de sa vie, pendant qu'elle était en train de mourir. Cet argent était pour. Il n'y a aucune version de pourquoi était cet argent qui rende ce que tu as fait acceptable. Elle a fondu en larmes. C'était un genre de pleurs très étudié, les épaules secouées, les mains pressées contre le visage, et j'ai regardé cela se produire. Et je n'ai ressenti, pour la première fois de ma vie d'adulte, absolument rien. Ni sympathie, ni culpabilité, ni même colère, juste un calme tranquille et net comme l'intérieur d'une pièce après le passage d'une tempête. Mon père s'est levé. Ses mains étaient à plat sur la table. Pénélope, ce n'est pas pour ça que nous sommes venus ici. Ta sœur est en deuil. Papa, assieds-toi, parce que je ne suis pas encore arrivé à ta partie. Il s'est assis. J'ai fait glisser le deuxième dossier sur la table. Tu es allé au casino Silver Creek 3 à 4 soirs par semaine au cours des 14 derniers mois. Tu as contracté 2 prêts personnels sur ton camion, que tu ne possèdes plus entièrement. Tu dois environ 112 000 $ à 3 créanciers. Les 40 000 $ que tu m'as demandé samedi n'auraient pas résolu ton problème. Ils t'auraient maintenu à flot pendant environ 11 semaines. Son visage est devenu flasque. Comment, a-t-il dit. Comment sais-tu ça? Parce que j'ai arrêté de faire semblant. Je ne voulais pas savoir. Ils ne l'ont pas bien pris. Les larmes de Brittany se sont transformées en quelque chose de plus acerbe en environ 90 secondes. Elle s'est levée de la table et m'a dit que j'étais cruelle, que j'avais toujours été cruelle, que notre mère l'avait dit sur son lit de mort. Elle m'a dit que j'avais fait mon argent sur le dos de ma famille, que je les avais abandonnés, que j'étais la raison pour laquelle mon père était dans l'état où il se trouvait. Elle a dit beaucoup de choses, dont la plupart que j'ai choisi de ne pas me souvenir. Mon père est resté très immobile pendant tout ce temps. Il ne l'a pas défendu. Il ne m'a pas attaqué. Il est juste resté là, les mains à plat sur la table et les yeux sur le dossier en face de lui. Et j'ai vu quelque chose à l'intérieur de lui commencer à se défaire. Quand Brittany a finalement manqué de mots et s'est effondrée sur sa chaise, tante Meredith a parlé pour la première fois depuis le début de la réunion. Elle a dit doucement, « Ma chérie, j'aimais beaucoup ta mère. C'était ma sœur et elle m'a demandé avant de mourir de m'assurer que la vérité sur ce qui s'est passé dans ces derniers mois ne soit pas enterrée. Je n'ai montré ce registre à personne depuis 5 ans. Je ne voulais pas, mais Pénélope m'a demandé de le faire, et Pénélope en a le droit. Elle te monte contre moi, a dit Brittany. Non, ma chérie, ce n'est pas le cas. Elle a essayé à sa manière tranquille de maintenir la paix pendant très longtemps. Ce que tu as vu samedi, c'est ce qui arrive quand une personne qui a essayé de maintenir la paix décide finalement que la paix n'était pas réelle. Mon père a relevé la tête. Penny, a-t-il dit, et sa voix était rauque. Est-ce que c'est vrai? À propos du casino? Est-ce que c'est ce que tu vas dire aux gens? Je ne vais rien dire à personne, papa. Mais toi et moi allons avoir une conversation, éventuellement, sur ce à quoi ressemble une vraie aide,
et une vraie aide ne ressemble pas à 40 000 $ en espèces pour un homme qui sera de retour aux tables d'ici vendredi soir. Il a mis son visage dans ses mains. Brittany y a vu une ouverture. Elle le faisait toujours. Elle s'est penchée sur la table, le visage taché de larmes, et elle a dit de sa voix la plus douce, « Penny, s'il te plaît, s'il te plaît. Je sais que j'ai fait des erreurs. Je sais que j'en ai fait, mais papa est malade. Il a besoin d'aide. Et je suis ta sœur. Je suis la seule sœur que tu auras jamais. » Je l'ai regardée. Brittany, ai-je dit, la femme qui a ouvert mon dossier de paie, son nom est Kelsey Warren. Elle a obtenu son diplôme avec toi en 2015. Elle va être licenciée. Elle va être signalée à l'ordre professionnel des responsables de la paix de l'État et elle va probablement faire face à des accusations criminelles parce que ce qu'elle a fait est un crime dans cet État. Quand elle sera interrogée, on lui demandera pourquoi elle l'a fait et elle leur donnera ton nom. La bouche de Brittany s'est ouverte. Aucun son n'en est sorti. Je ne suis pas venu ici pour te détruire. Je suis venu ici pour te dire que je sais et pour te donner une chance. Une seule. De me dire la vérité sur tout avant que cela ne cesse d'être une conversation familiale et ne devienne une affaire juridique. Elle ne m'a pas dit la vérité. Elle s'est levée. Elle a attrapé son sac à main. Et elle est sortie de la salle de conférence sans un autre mot. Et j'ai entendu ses talons claquer dans le couloir. Et puis j'ai entendu le ding de l'ascenseur. Et puis ce fut le silence. Mon père ne l'a pas suivi. Il est resté assis à la table pendant un long moment, le visage dans ses mains. Puis il a levé les yeux vers moi, ses yeux étaient humides et il a dit, « Je ne savais pas qu'elle était allée à ton travail. Je ne savais pas cette partie. Je te le jure, Penny. Je ne savais pas. Mais tu connaissais le chiffre, papa. Quand tu es entré dans ma cuisine, tu le connaissais. » Il a hoché la tête lentement. Elle me l'a dit. Elle a dit qu'une de ses amies le lui avait dit. Je n'ai pas demandé comment. Je ne voulais pas savoir comment. C'est tout le problème, papa. Tu n'as jamais voulu savoir comment. Il a pleuré alors, doucement, pas comme Brittany pleurait. Ses épaules ont tremblé une fois, puis il s'est essuyé le visage avec le dos de sa main et il a dit, « Qu'est-ce qui se passe maintenant ?» Maintenant, a dit tante Meredith doucement, nous parlons de ce à quoi ressemble une vraie aide pour vous deux, et ça ne ressemblera pas à ce que vous pensiez. Nous sommes restés dans cette salle de conférence jusqu'à près de 21 heures. Brittany n'est pas revenue. Elle n'a pas répondu à son téléphone quand mon père a essayé de l'appeler. Elle n'a pas répondu quand tante Meredith a essayé non plus. Au milieu du troisième appel sans réponse, mon père a posé son téléphone sur la table et l'a regardé un long moment. Et je l'ai vu prendre une décision que je ne pense pas qu'il ait jamais prise de sa vie. Il a choisi, pour la première fois en 61 ans, de ne pas courir après sa plus jeune fille. Il s'est tourné vers moi à la place. « Penny, a-t-il dit. » Sa voix était très calme. « Dis-moi ce que tu veux que je fasse. » Je ne m'y attendais pas. Je m'étais préparé à un combat. Je m'étais préparé au déni, à la colère, à la vieille routine familière de mon père serrant la mâchoire et me disant que j'en faisais toute une histoire. Je ne m'étais pas préparé à la reddition. J'ai regardé tante Meredith. Elle m'a fait le plus petit des hochements de tête. « Je ne vais pas te donner 40 000 $, papa. Je ne vais te donner aucun argent du tout. Pas parce que je ne t'aime pas, mais parce que te donner de l'argent maintenant serait la même chose que de le donner directement au casino. Et je ne vais pas faire ça. » Je sais, a-t-il dit. Je le sais. Ce que je ferai, c'est ceci. Tante Meredith a un contact dans une organisation à but non lucratif qui travaille avec des gens dans ta situation. Ils font du conseil financier, de la restructuration de dettes, et ils peuvent t'aider à entrer dans un programme pour le jeu. C'est gratuit. C'est confidentiel. Tu dois y aller volontairement et tu dois y aller chaque semaine. Il a hoché la tête. Je t'aiderai aussi à vendre le camion et à déménager dans un appartement plus petit. Non pas parce que je veux te punir, mais parce que tu ne peux pas te permettre ce que tu as. Et plus longtemps tu prétends que tu peux, plus le trou se creuse. D'accord. Et papa, j'ai fait une pause. Je me suis forcé à le regarder. Je dépose une ordonnance restrictive contre Brittany demain matin. L'avocate de tante Meredith la rédige ce soir. Elle n'a pas le droit de venir chez moi.
Elle n'a pas le droit de contacter mon lieu de travail. Elle n'a pas le droit de parler à qui que ce soit dans mon réseau professionnel. Si elle la viole, elle sera arrêtée. Son visage a changé à ce moment-là. Le vieux réflexe a vacillé. Sa bouche s'est ouverte pour la défendre. Et puis il l'a refermée. D'accord, Penny, a-t-il dit. D'accord. C'était le moment. C'était le moment calme, discret, non diffusé où mon père, qui avait passé toute ma vie à choisir ma sœur plutôt que moi, qui m'avait dit à 12 ans que j'en faisais trop, qui s'était tenu dans ma cuisine une semaine plus tôt et m'avait dit que je lui devais de l'argent, a choisi pour la première fois de s'asseoir sur une chaise, de m'écouter et de ne pas la défendre. J'ai senti la boussole dans la poche de ma veste. Je l'avais apportée avec moi. Je ne sais pas pourquoi. Je l'avais prise sur mon bureau avant de quitter la maison ce soir-là, et je l'avais glissée dans la poche intérieure de mon blazer comme un talisman. J'ai mis ma main dessus maintenant, à travers le tissu, et j'ai senti sa petite forme ronde contre ma paume, et j'ai compris pour la première fois de ma vie ce que ma mère avait voulu dire quand elle me l'a donné. Elle n'avait pas voulu dire « sache où est le nord ». Elle avait voulu dire « sache où tu es », parce qu'on ne peut pas sortir d'un endroit si on n'admet pas d'abord qu'on y est. J'étais dans une salle de conférence en ville. Mon père était en face de moi, plus vieux et plus petit que je ne l'avais jamais vu. Ma tante était en bout de table avec un dossier de l'écriture de ma mère devant elle. Ma sœur était partie et ne reviendrait pas. Et la version de notre famille qui avait existé pendant les 32 dernières années était terminée. Je me tenais exactement là où je m'étais toujours tenu. J'avais seulement décidé de baisser les yeux et de le voir. L'ordonnance restrictive a été accordée le mardi suivant. Elle n'a pas été contestée. Brittany ne s'est pas présentée à l'audience. Elle avait, selon ce que tante Meredith a entendu par son ancien réseau, engagé son propre avocat, un jeune homme qui lui avait apparemment dit très franchement que l'affaire du dossier de paix risquait d'entraîner des poursuites pénales quoi qu'elle fasse. Et que me combattre sur l'ordonnance restrictive ne ferait qu'aggraver sa situation. Kelsey Warren a été licenciée de ma firme le lundi suivant. Elle a été inculpée 3 semaines plus tard de plusieurs chefs d'accusation d'accès non autorisé à des dossiers personnels protégés, ainsi que d'une accusation distincte liée à la vente d'informations confidentielles. Elle a accepté un accord de plaidoyer. Dans le cadre de cet accord, elle a fait une déclaration complète identifiant Brittany comme la personne qui lui avait versé $800 en 3 versements en espèces pour les informations sur mon salaire et les salaires de 3 autres femmes de la firme. Brittany a été inculpée en tant que co-conspiratrice 4 mois plus tard. Elle n'est pas allée en prison. Elle a reçu une probation, une amende substantielle et 120 heures de service communautaire, mais les accusations étaient publiques. Son nom est apparu dans le journal local. 2 de ses petits contrats avec des marques l'ont laissé tomber dans la semaine. L'application de style de vie sur laquelle elle avait bâti son audience a suspendu son compte en vertu de leur politique sur les membres faisant l'objet d'accusations de fraude en cours. Son audience, au cours des 6 mois suivants, s'est effondrée de 80 000 à un peu moins de 4 000. Je n'ai célébré rien de tout cela. Je ne me suis pas sentie triomphante. Je me sentais surtout fatiguée. J'ai déposé une plainte civile au nom de la succession de ma mère. La plainte était basée sur le registre de tante Meredith et sur des relevés bancaires obtenus par assignation dans le cadre de la procédure de communication des pièces. Le jugement est tombé 11 mois plus tard. Brittany a été condamnée à rembourser à la succession $73 400 plus les intérêts et les frais. Elle ne les avait pas. Elle le paiera par saisie sur salaire pendant très longtemps. L'argent, quand il arrive, va dans une fiducie que tante Meredith administre. Ni l'une ni l'autre n'en avons besoin. Lorsque la fiducie sera entièrement remboursée, nous avons l'intention de le donner à l'hospice qui s'est occupé de ma mère dans ces dernières semaines. Mon père a tenu parole. Il est allé au programme de conseil. Il y est allé chaque semaine. Il a vendu le camion. Il a déménagé dans un petit appartement d'une chambre près d'une ligne de bus. Et il a pris un emploi à temps partiel dans une quincaillerie, ce qu'il m'a dit timidement qu'il appréciait réellement. Ses dettes n'ont pas disparu. Elles ne disparaîtront pas avant des années. Mais le trou a cessé de se creuser. Et ça, pour l'instant, c'est assez. Lui et moi dînons ensemble une fois par mois. Nous avons commencé 6 mois après la réunion dans l'ancien bureau de tante Meredith. Le premier dîner était gênant et principalement silencieux. Le deuxième était un peu plus facile. Au 5e,
il m'a raconté une histoire sur ma mère que je n'avais jamais entendue, sur la façon dont elle avait une fois, lors d'un voyage à la côte quand j'avais 3 ans et que Brittany n'était pas encore née, insisté pour qu'ils arrêtent la voiture afin qu'elle puisse me porter jusqu'à l'eau pour que je sente le sable sous mes pieds pour la première fois. Il a dit qu'elle avait pleuré en me regardant toucher le sable. Il a dit qu'il n'avait pas compris à l'époque pourquoi elle pleurait. Il a dit qu'il pensait le comprendre maintenant. Je n'ai pas pleuré quand il m'a raconté ça, mais j'y ai pensé longtemps après. Tante Meredith et moi sommes devenus, d'une manière que je n'avais pas prévue, proches. Elle vient la plupart des dimanches. Elle s'assoit à ma table de cuisine, boit du thé et me raconte des histoires sur ma mère quand elles étaient jeunes. Des histoires que je n'avais jamais entendues. Des histoires qui rendent ma mère à nouveau présente dans la pièce d'une manière que je ne l'avais pas sentie depuis des années. Le mois dernier, elle m'a apporté une petite boîte de lettres de ma mère. Des lettres que ma mère lui avait écrites au cours de 30 ans. Elle a dit qu'elle voulait que je les aie. J'en ai lu une la semaine dernière. Elle était datée de l'été de mes 10 ans. Elle disait, « Meredith, j'ai emmené Pénélope au lac ce week-end, juste nous deux, et je lui ai donné la boussole. » Elle l'a tenue dans ses 2 mains et m'a demandé à quoi ça servait. Je lui ai dit que c'était pour savoir où on se tient. Elle m'a regardé très sérieusement et elle a dit, « Mais maman, je sais déjà où je me tiens. Je me tiens juste ici. » Elle va s'en sortir, Meredith. Je le sais. C'est la personne la plus forte que j'ai jamais connue, et elle ne le sait même pas encore. Je suis resté assise à ma table de cuisine pendant un long moment avec cette lettre entre les mains. La boussole est sur mon bureau. Je la touche parfois avant une réunion difficile ou lorsque le téléphone sonne avec un numéro inconnu ou lorsque la lumière de mon jardin entre par la fenêtre d'une certaine manière couleur de miel au début du printemps. Je n'en ai plus besoin comme avant. Je sais maintenant ce que ma mère a toujours su. Je me tiens juste ici. Je me tiens dans ma propre cuisine, dans la maison que j'ai achetée, dans la vie que j'ai construite. Et personne, ni mon père, ni ma sœur, ni quiconque a jamais essayé de me dire que je leur devais le sol sous mes pieds, ne me fera plus jamais bouger de là.